entré dans la guerre comme un civil, ayant été si peu soldat dans cette garnison de Paris, dans cette armée si peu militaire, parquée dans les casernes. Nous ne connaissions que l'exercice imbécile dans la cour et la théorie. Nous ignorions le service en campagne. Nous étions là, immobiles tout l'hiver, calfeutrés comme des épidémies. Au printemps, le régiment s'est un peu secoué. Mais je fuyais une gymnastique sans imagination. Qu'est-ce que je ferais avec ma baïonnette devant un Allemand? Rien du tout. Je ne m'étais jamais battu, pas même avec mes poings. Je n'avais jamais soulevé un fardeau, je n'étais pas un homme du peuple, un homme de main, ni un sportif. J'avais un peu marché, couru, l'aviron. Sur la scène m'avait mis aux paumes quelques ampoules. Mais tout cela était une préparation de femmelette. Je songe à vos milliers de croix de bois, alignées tout le long des grandes routes poudreuses, où elles semblent guetter la relève des vivants, qui ne viendra jamais faire lever les morts. Croix de 1914 ornées de drapeaux d'enfants qui ressemblaient à des escadres en fête. Croix coiffées de képis, croix casquées, croix des forêts d'Argonne qu'on couronnait de feuilles vertes, croix d'Artois dont la rigide armée suivait la nôtre, progressant avec nous de tranchée en tranchée. On sait ce qui vous étreint les jambes, ce qui vous glace la peau sous le cuir des chaussures, sous le drap des moltières. La boue. On dévisage la boue, on la blague, on crache dedans. Et la fumée des pipes, sous les planches de mon trou, laisse une bonne odeur âcre et chaude. Elle clapote invisible à petites vagues lécheuses, elle cherche le haut des souliers, le bâillement des jambières. Elle imbibe doucement le drap du pantalon, la laine des chaussettes, profonde, fluide. Elle monte vers les genoux, happe les pans de la capote. Parfois, le boyau tourne et une bourrade molle et puissante vous jette d'une paroi sur l'autre. On sent peser contre ses flancs l'énormité de toute la boue. Les yeux pleins d'eau, on titube au hasard, les deux bras tendus devant soi, et la boue, violente, cogne les mains, replie les bras, et de toute sa masse vient heurter la poitrine. On s'arrête, on entend battre son cœur. Le dos fait mal. On s'aperçoit que la boue vous enveloppe à présent les jambes, les deux jambes nues et les glaces. Elle a trouvé. Elle restera là collée à la chair qu'elle a trouvée pendant 6 heures. C'est très long. On a atteint les positions de réserve. Ils nous protègent. On voudrait se faufiler derrière et disparaître. Et voici qu'il faut faire demi-tour et revenir dans l'empire de l'horreur. Si nous n'étions pas des automates à ce moment-là, nous resterions couchés, épuisés, incapables de la moindre volonté. Mais nous sommes à nouveau entraînés en avant, malgré nous. Et pourtant, avec une fureur et une rage folle, nous voulons tuer, car ceux de là-bas sont maintenant des ennemis mortels. Leurs fusils et leurs grenades sont dirigés contre nous. Si nous ne les anéantissons pas, ce sont eux qui nous anéantiront. Dans le coin, obliquement, siffle notre nouvel envoi de grenades qui fait place nette. En courant, nous en lançons aussi. Dans les abris devant lesquels nous passons, la terre tremble. Ce n'est que fumée, grondement et explosion. Nous trébuchons contre des lambeaux de chair qui nous font glisser, contre des corps mous. Je tombe sur un ventre ouvert, sur lequel est posé un képi d'officier tout neuf et d'une propreté parfaite. Le combat fléchit, le contact avec l'ennemi est rompu. Il n'était pas question de perdre de temps à réfléchir. Je sautai par-dessus le réseau de seconde ligne et courus vers l'avant. Et je me trouvai bientôt au milieu du nuage de gaz. Une âcre odeur de chlore m'avertit qu'il ne s'agissait pas, comme je l'avais cru d'abord, d'un brouillard artificiel, mais bien de gaz de combat. Je mis donc mon masque, mais je le retirai aussitôt car j'avais couru si vite que je ne pouvais aspirer assez d'air par la cartouche. « Conduisez-le derrière avec les autres », dit le premier officier. Et ils me conduisirent derrière une rangée, vers un groupe qui attendait dans un champ, près du fleuve. Et tandis que nous marchions, on tira des coups de feu. Je vis les éclairs des fusils, j'entendis les détonations. C'est à la suite de semblables trahisons que nous avons perdu le fruit de la victoire. N'avez-vous jamais battu en retraite
demanda le lieutenant-colonel. L'Italie n'aurait jamais dû être obligée de battre en retraite. Et nous étions là, sous la pluie, à écouter ça. Nous faisions face aux officiers, et le prisonnier était devant eux, légèrement de côté par rapport à nous. Si vous voulez me fusiller, dit le lieutenant-colonel, veuillez me fusiller tout de suite, sans plus d'ample interrogatoire. Cet interrogatoire est idiot. Il fit un signe de croix, les officiers se consultèrent. L'un d'eux écrivit quelque chose sur une main de papier. Abandon des troupes. Condamné à être fusillé, dit-il. Les juges en interrogeaient déjà un autre. Ils affectaient d'être absorbés par leurs interrogatoires pendant qu'on fusillait celui qu'ils venaient de condamner. Cela rendait impossible toute intervention de leur part. Je me demandais si je devais attendre mon tour d'être questionné, ou si je ne ferais pas mieux de tenter quelque chose